Sonobook présente, avec l'autorisation des éditions Brajlon et Conan Property International, Conan l'intégrale, volume 6, interprété par Frédéric Knepp. Les mangeurs d'hommes de Zamboula. Chapitre 1. Un tambour gronde. La demeure d'Aram Baksh recèle un grand danger. La voix de l'homme était vibrante de sincérité, et ses longs doigts aux ongles noirs s'enfoncèrent dans le bras musclé de Conan au moment où il croissa son avertissement. C'était un individu sec, à la peau tannée par le soleil et à la barbe noire et clairsemée. Ses vêtements dépenaillés indiquaient clairement qu'il s'agissait d'un nomade. Il semblait plus petit et rachitique que jamais à côté du géant cimmérien au large torse, aux membres puissants et aux sourcils noirs. Il se trouvait à un angle du bazar des fabricants d'épées, et de chaque côté d'eux s'écoulait dans les rues le flot des habitants de toutes langues et couleurs de peau de Zamboula, exotiques, métissés, hauts en couleur et bruyants. Conan détourna les yeux de la Ganara aux yeux aguicheurs et aux lèvres vermeilles, dont la jupe courte et fendue laissait apparaître une cuisse brune et nue à chacun de ses pas insolents, pour poser un regard irrité sur son importun compagnon. « Que veux-tu dire par un grand danger ?» s'enquit-il. L'homme du désert jeta un coup d'œil furtif par-dessus son épaule, avant de répondre en baissant la voix. « Qui peut le dire ? Mais des hommes du désert et des voyageurs ont dormi dans la maison d'Aram Baksh, et on ne les a plus jamais revus. On n'a même plus entendu parler d'eux. Que leur est-il arrivé ? Lui jure qu'ils ont dormi puis sont repartis, et il est vrai qu'aucun habitant de cette ville n'a jamais disparu de sa maison. Mais personne n'a plus jamais revu les voyageurs, et on dit que des biens et des équipements leur appartenant ont été vus dans les bazars. Si Aram ne les a pas vendus après s'être débarrassé des propriétaires, alors comment sont-ils arrivés là ? « Je n'ai aucune richesse sur moi, » grogna le cimmérien, en touchant la poignée recouverte de cuir vert de la grande épée qui pendait à son côté. « J'ai même vendu mon cheval. » « Mais il n'y a pas que de riches voyageurs qui disparaissent la nuit de la maison d'Aram Baksh, » murmura le Zuagir. « Non, des hommes du désert sans le sou y ont dormi, parce que ces tarifs sont plus bas que ceux des autres tavernes, et on ne les a plus jamais revus. Une fois, un chef des Zuagir, dont le fils avait disparu ainsi, s'est plaint au satrape, Djundir Khan, et celui-ci a ordonné que la maison soit fouillée par les soldats. « Et ils ont trouvé une cave pleine de cadavres ?» demanda le cimmérien sur un ton ironique. « Non, ils n'ont rien trouvé, et ils ont expulsé le chef de la cité en l'abreuvant de menaces et de malédictions. Mais... » Il se rapprocha de Conan et frissonna. « Ils ont trouvé autre chose. À l'orée du désert, derrière les maisons, il y a un bosquet de palmiers, au milieu duquel se trouve une fosse. Et au fond de cette fosse, on a trouvé des os humains noircis et calcinés. Et pas qu'une seule fois, mais plusieurs. » « Ce qui prouve quoi ?» grogna le cimmérien. « Qu'Aram Baksh est un démon. Non. Dans cette maudite ville bâtie par les Stygiens et gouvernée par les Hyrcaniens, où des hommes à la peau blanche, brune et noire se mélangent pour donner naissance à des métissages impies de toutes sortes et de toutes couleurs, qui peut dire qui est un homme et qui est un démon déguisé ? Aram Baksh est un démon ayant pris forme humaine. La nuit, il reprend sa véritable apparence et emporte ses hôtes dans le désert pour retrouver ses semblables venus du désert, et ils tiennent une assemblée. « Pourquoi ne capture-t-il que des étrangers ?» demanda Conan sceptique. « Les habitants de cette ville ne toléreraient pas qu'ils tuent leurs concitoyens, mais ils se moquent de ce qui peut arriver aux étrangers qui tombent entre ses mains. Conan, tu viens de l'Ouest et tu ne connais pas les secrets de ce vieux pays. Mais depuis l'aube des temps, les démons du désert célèbrent la gloire de Yog, le seigneur des demeures vides, par le feu qui se nourrit de victimes humaines. Je t'ai prévenu, tu as vécu de nombreuses lunes sous les tentes des Zuagir, et tu es en vérité notre frère. Ne mets pas les pieds dans la demeure d'Aram Baksh. » « Courte cachée, » dit soudain Conan. « Je viens d'apercevoir une escouade du guet. S'ils t'aperçoivent, ils risquent bien de se souvenir de ce cheval volé dans l'écurie du satrape. » Le Zuagir ravala sa salive et s'agita dans tous les sens.
Puis il plongea entre un étal et un abreuvoir à chevaux en pierre, ne prenant le temps que de chuchoter « Prends garde, mon frère, il y a des démons dans la maison d'Aram Baksh. » Il s'engouffra alors dans une allée étroite et disparut. Conan ajusta le large ceinturon qui soutenait son épée de façon à être plus à son aise et retourna calmement le regard inquisiteur que lui lançaient les hommes de l'escouade tandis qu'ils le croisaient. Ils le regardèrent d'un air curieux et soupçonneux, car c'était un homme qui attirait l'attention, même au sein de la foule bigarrée qui se pressait dans les rues tortueuses de Zamboula. Ses yeux bleus et ses traits d'étranger le rangeaient dans une catégorie distincte des essaims d'orientaux, et l'épée droite qui pendait au niveau de sa hanche ajoutait encore un élément à la différence de race. Les gardes ne l'accostèrent pas, mais poursuivirent leur chemin le long de la rue tandis que la foule s'écartait pour leur laisser le passage. C'étaient des Pélishtim, des hommes trapus au nez crochu, dont la barbe bleu-noir tombait jusque sur leur poitrine cuirassée. Des mercenaires embauchés par les dirigeants turaniens pour effectuer les tâches qu'ils jugeaient indignes d'eux, et qui n'en étaient pas moins détestés par la population métissée pour cette raison. Conan leva les yeux vers le soleil, qui commençait tout juste à s'enfoncer derrière les maisons aux toits en terrasse, à l'ouest du bazar. Puis, ajustant de nouveau sa ceinture, il partit dans la direction de la taverne d'Aram Baksh. Avançant de la foulée d'un homme des collines, il s'engagea dans les rues aux couleurs sans cesse renouvelées, dans lesquelles les tuniques en loques de mendiants gémissants frôlaient les calates bordées d'hermines de riches marchands à la démarche altière et les vêtements de satin perlé de riches concubines. Des esclaves noirs de la taille de géants déambulaient, bousculant des voyageurs à la barbe bleutée venus des villes chémites, des nomades vêtus d'oripeaux des déserts avoisinants, des marchands et des aventuriers venus de tous les pays d'Orient. La population indigène était tout aussi hétérogène. Des centaines d'années auparavant, les armées de Stygie étaient arrivées ici, se taillant un empire dans le désert oriental. Zamboula n'était alors qu'une petite ville commerçante, entourée d'une série d'oasis et habitée par les descendants de nomades. Les Stygiens en avaient fait une cité importante et s'y étaient établis avec leurs esclaves chémites et cushites. Les très nombreuses caravanes traversant le désert d'est en ouest et vice-versa contribuèrent à l'augmentation de sa richesse et du métissage. C'est alors que les envahisseurs de Turan surgirent au galop depuis l'Orient, repoussant les frontières de la Stygie. Depuis une génération maintenant, Zamboula était l'avant-poste occidental de Turan, sous l'autorité d'un satrape turanien. Le babel d'un millier de langues résonnait aux oreilles du Cimmérien, tandis qu'il se faufilait dans le dédale des rues de Zamboula. Fendu de temps à autre par une escouade de guerriers de Turan, grands et souples, au visage de faucons, surgissant dans un fracas de sabots et un cliquetis de cuirasses et de cimeterres. La foule s'écartait des sabots de leurs chevaux, car ils étaient les seigneurs de Zamboula. De grands Stygiens à la mine sévère, tapis dans les ombres, fulminaient, l'air mauvais, se souvenant de leur gloire d'antan. La population hybride se moquait bien de savoir si le roi qui présidait à leur destinée résidait dans la sombre Kémie ou dans l'étincelante Agrapur. Le satrape, Djunjir Khan, gouvernait Zamboula, et on chuchotait que Nafertari, sa maîtresse, gouvernait Djunjir Khan. Mais les gens continuaient à vaquer à leurs occupations, inondant les rues d'une débauche de couleurs, marchandant, se disputant, pariant, buvant, aimant, comme les gens de Zamboula le faisaient depuis le jour où ses tours et ses minarets sortirent des sables de Karamun. Des lanternes de bronze, sculptées de dragons grimaçants, avaient été allumées dans les rues avant que Conan atteigne la maison d'Aram Baksh. La taverne était la dernière demeure habitée de cette rue qui donnait sur l'ouest. Un vaste jardin entouré d'un mur, et dans lequel poussaient de très nombreux palmiers dattiers, la séparait des maisons construites à l'est. À l'ouest de la taverne se trouvait une autre palmeraie, que traversait la rue venant du centre de la ville, et qui se transformait en route pour aller se perdre en sinuant dans le désert. En face de la taverne, de l'autre côté de la rue, se trouvait une rangée de huttes inhabitées, dissimulées à la vue par quelques rares palmiers, et dont les seuls occupants étaient les chauves-souris et les chacals. Alors que Conan descendait la rue, il se demanda pourquoi les mendiants qui étaient si nombreux à Zamboula ne s'étaient pas approprié ces maisons désertes pour y dormir. Les lumières n'allaient pas jusque-là. Il n'y avait aucune lanterne ici, excepté celle suspendue à la porte de la taverne. Rien que les étoiles,
la fine poudre du sable sur la rue dans laquelle il avançait, et le bruissement des feuilles de palmier agitées par la brise du désert. La porte d'Aram ne donnait pas sur la route, mais sur l'allée qui passait entre la taverne et la palmeraie. Conan tira impatiemment sur la corde de la cloche accrochée à côté de la lanterne et ajouta au fracas en martelant la porte, en bois de teck et au chambranle de fer, avec la poignée de son épée. Un Judas s'ouvrit dans la porte et un visage noir s'y encadra. « Vas-tu ouvrir cette porte, crétin ?» l'interpella Conan. « Je dors ici. J'ai payé ma chambre à Aram et je dormirai dedans, par Crom !» Le noir tendit le cou pour jeter un coup d'œil derrière Conan, vers la route éclairée par les étoiles. Mais il ouvrit la porte sans faire de commentaire et la referma dans le dos du cimmérien, tournant la clé et mettant en place le verrou. Le mur extérieur était d'une hauteur peu commune, mais les voleurs étaient nombreux à Zamboula, et une maison située à l'orée du désert était susceptible d'être la cible d'un raid nocturne des nomades et devait donc être protégée. Conan s'avança à travers un jardin où de grandes fleurs pâles s'inclinaient à la lueur des étoiles, puis entra dans la grande salle de la taverne où un Stygien arborant la tête rasée d'un étudiant était assis à une table, méditant sombrement sur des mystères sans nom, et où quelques individus quelconques attablés dans un coin se querellaient autour d'un jeu de dés. Aram Baksh s'avança vers lui d'une démarche légère. C'était un homme corpulent, dont la barbe noire descendait jusqu'à la poitrine, avec un nez recourbé proéminent et de petits yeux noirs qui n'étaient jamais au repos. « Tu désires manger ?» demanda-t-il. « Boire ?»« J'ai mangé un rôti de bœuf et une tranche de pain dans le souk, » grogna Conan. « Amène-moi une chope de vin de gazane. »« Il me reste juste de quoi la payer, » répondit-il en jetant une pièce de cuivre sur le comptoir maculé de taches de vin. « Tu n'as pas eu de chance au jeu. »« Comment aurais-je pu en ayant seulement quelques pièces d'argent sur moi pour commencer ? Je t'ai payé la chambre ce matin parce que je savais que j'allais sans doute perdre. Je voulais être sûr d'avoir un toit au-dessus de la tête cette nuit. J'ai remarqué que personne ne dort dans les rues à Zamboula. Même les mendiants se cherchent une niche dans laquelle ils peuvent se barricader avant la tombée de la nuit. La cité doit être infestée d'une bande de détrousseurs particulièrement sanguinaires. » Il avala d'un trait le vin bon marché avec une satisfaction évidente, puis suivit Aram Baksh hors de la grande salle. Derrière lui, les joueurs interrompirent leur jeu et le suivirent du regard d'un air énigmatique et songeur. Ils ne dirent rien, mais le Stygien éclata de rire, un rire effrayant, empli de moquerie et d'un cynisme inhumain. Les autres baissèrent les yeux, mal à l'aise, en évitant de se regarder. Les arts qu'étudie un érudit stygien n'ont pas pour vocation de lui faire partager les émotions que peut ressentir un être humain normal. Conan suivit Aram le long d'un couloir éclairé par des lampes de cuivre et n'apprécia pas que son hôte ne fasse aucun bruit en marchant. Les pieds d'Aram étaient chaussés de babouches souples et le couloir était recouvert d'épais tapis turaniens. Il y avait cependant quelque chose de déplaisant dans la démarche naturellement furtive de l'homme de Zamboula. Parvenu au bout du couloir sinueux, Aram s'arrêta devant une porte en travers de laquelle une lourde barre de fer était posée sur des montants métalliques. Aram souleva celle-ci et fit pénétrer le cimmérien dans une chambre décorée avec soin, dont les fenêtres étaient petites et pourvues de solides barreaux de fer richement ciselés, ce que Conan nota tout de suite. Il y avait des tapis sur le sol, des tabourets aux sculptures élaborées et une couche à l'orientale. C'était une chambre bien plus luxueuse que celle que Conan aurait eu les moyens de s'offrir dans le centre de la ville. Et c'est ce qui l'avait attiré ici, lorsqu'il s'était rendu compte au matin que les fêtes des derniers jours l'avaient laissé avec une bourse bien plate. Cela faisait une semaine qu'il avait quitté le désert pour arriver à Zamboula. Aram avait allumé une lampe de bronze et il attira alors l'attention de Conan sur les deux portes. Toutes deux étaient munies de lourds verrous. « Tu pourras dormir en sécurité cette nuit, cimmérien, » dit Aram, clignant des yeux par-dessus sa barbe fournie depuis la porte d'entrée. Conan répondit par un grognement et jeta sa grande épée sur la couche. « Tes verrous et tes barres sont solides, mais je dors toujours avec de l'acier à mes côtés. » Aram ne répondit rien. Il resta à triturer sa barbe épaisse pendant quelques instants, les yeux fixés sur la sinistre arme. Puis il se retira en silence, fermant la porte derrière lui. Conan actionna le verrou, traversa la chambre, ouvrit la porte opposée
et jeta un coup d'œil à l'extérieur. La chambre donnait sur la route qui sortait de la ville et menait vers l'ouest. La porte elle-même donnait sur une petite cour isolée du reste de l'édifice par un mur élevé et qui ne comportait aucune ouverture. Mais la partie du mur qui longeait la route était basse et la porte qui s'ouvrait dans ce muret-là n'avait pas de verrou. Conan resta un moment sur le seuil, éclairé de dos par la lampe de cuivre, regardant le long de la route qui allait se perdre entre les nombreux palmiers. Leurs palmes bruissaient les unes contre les autres sous la brise légère. Au-delà s'étendait le désert nu. Loin dans l'autre direction, dans la rue, il apercevait de la lumière et entendait les bruits étouffés de la ville. Ici, il n'y avait que la clarté des étoiles, le murmure des palmes, et au-delà de ce muret, la poussière de la route et les cabanes désertes qui offraient leurs toits en terrasse aux étoiles suspendues bas dans le ciel. De quelque part au-delà des palmeraies, un tambour se mit à gronder. Les avertissements incohérents du Zuagir lui revinrent en mémoire, paraissant d'une certaine façon moins exagérés qu'il lui avait semblé dans la rue ensoleillée et envahie par la foule. Il s'interrogea une nouvelle fois sur l'énigme que posaient ces cabanes vides. Pourquoi les mendiants les évitaient-ils ? Il rentra dans la chambre, ferma la porte et la verrouilla. La lumière commençait à vaciller. Il en chercha la raison et poussa un juron lorsqu'il se rendit compte que l'huile de palme de la lampe était pratiquement épuisée. Il était sur le point d'appeler Aram, mais il haussa les épaules et éteignit la lampe. Il s'étendit tout habillé sur sa couche dans les ténèbres veloutées, et sa puissante main chercha son épée puis se posa instinctivement sur la poignée. Regardant d'un œil distrait les étoiles que l'on apercevait à travers les barreaux des fenêtres, le murmure de la brise soufflant entre les palmiers parvenant à ses oreilles, il sombra dans le sommeil, vaguement conscient du grondement du tambour là-bas, dans le désert. Le grondement sourd et le murmure d'un tambour recouvert de cuir, frappé du plat de la main, en des mouvements rythmés et feutrés par une main noire. Chapitre 2. Ceux qui viennent à la nuit tombée. C'est le bruit d'une porte que l'on ouvrait furtivement qui tira le cimmérien du sommeil. Il ne se réveilla pas comme un homme civilisé, engourdi, léthargique et maladroit, mais d'un coup, l'esprit clair, ayant reconnu le bruit qui avait interrompu son sommeil. Tendu, allongé dans l'obscurité, il vit la porte extérieure s'ouvrir lentement. Dans l'espace qui s'élargissait à chaque seconde, se découpait une grande forme noire, des épaules larges et voûtées, et une tête difforme qui se profilait sur les étoiles. Conan sentit la chair de son dos se hérisser. Il avait soigneusement verrouillé cette porte. Comment pouvait-elle alors s'ouvrir en ce moment même, si ce n'est par un moyen surnaturel ? Et était-il possible qu'un être humain ait une tête ressemblant à celle qui se profilait contre les étoiles ? Tous les récits sur les démons et les gobelins qu'il avait entendus, sous les tentes des Zuagirs, lui revinrent en mémoire, faisant perler une sueur glacée sur son corps. À présent, le monstre se glissait sans bruit dans la chambre, ramassé sur lui-même et avançant d'une démarche lourde. Une odeur familière vint assaillir les narines du cimmérien, sans pour autant le rassurer, puisque les légendes Zuagirs conféraient au démon une odeur telle que celle-ci. Sans faire de bruit, Conan replia ses grandes jambes sous lui. Son épée dégainée était dans sa main droite. Lorsqu'il frappa, ce fut aussi soudainement et mortellement qu'un tigre bondissant de l'obscurité. Même un démon n'aurait pas pu éviter cette attaque fulgurante. Son épée rencontra de la chair et des os et s'y enfonça. Et quelque chose s'écroula lourdement à terre en poussant un cri étranglé. Conan se pencha dessus dans l'obscurité, tenant toujours son épée dégoulinante à la main. Diable, bête féroce ou homme, la créature gisait désormais morte sur le sol. Le cimmérien sentait la mort comme n'importe quelle créature sauvage est capable de la sentir. À travers la porte entr'ouverte, il regarda dans la cour arrière, éclairée par la lueur des étoiles. La porte du muret était ouverte, mais la cour était vide. Conan ferma la porte de sa chambre, mais ne la verrouilla pas. En tâtonnant dans l'obscurité, il trouva la lampe et l'alluma. Il y avait assez d'huile pour qu'elle puisse brûler pendant environ 1 minute. Quelques secondes plus tard, il se penchait au-dessus de la forme affalée sur le sol dans une mare de sang. C'était un noir de taille gigantesque, nu à l'exception d'un pagne. Il tenait toujours dans une main un gourdin noueux. Sa chevelure crépue était tressée en fuseau à l'aide de brindilles et de boue séchée.
C'était cette coiffure barbare qui avait conféré à sa tête un aspect difforme à la clarté des étoiles. Ayant désormais un indice pour résoudre l'énigme, Conan retroussa les lèvres épaisses et rouges et poussa un grognement en découvrant les dents effilées. Il comprenait enfin le mystère des étrangers qui disparaissaient de la maison d'Aram Baksh, l'énigme du tambour noir qui battait au-delà des palmeraies et celle de la fosse aux eaux calcinées. Cette fosse où l'on pouvait faire cuire une curieuse viande à la lueur des étoiles, tandis que des démons noirs étaient accroupis autour du feu pour apaiser leur faim hideuse et vorace. L'homme qui gisait à terre était un esclave cannibale du Darfar. Ceux-ci étaient nombreux en ville. L'anthropophagie n'était pas ouvertement tolérée à Zamboula, mais Conan savait désormais pourquoi les gens s'enfermaient avec autant de précaution la nuit, et pourquoi même les mendiants évitaient les allées à ciel ouvert et les bâtiments en ruine qui n'avaient plus de porte. Il poussa un grognement de dégoût en imaginant des ombres noires et bestiales se faufilant le long des rues à la nuit tombée à la recherche d'une proie humaine, et des hommes comme Aram Baksh qui ouvraient leurs portes pour eux. Le tavernier n'était pas un démon, il était pire que cela. Les esclaves du Darfar étaient des voleurs notoires. Il ne faisait aucun doute qu'une partie de leur butin se retrouvait entre les mains d'Aram Baksh. Et en retour, celui-ci leur procurait de la chair humaine. Conan souffla la lampe, s'avança vers la porte et l'ouvrit, passant sa main sur les décorations à l'extérieur. L'une d'entre elles était mobile et actionnait le verrou à l'intérieur. La chambre n'était qu'un piège conçu pour capturer des proies humaines comme s'il s'agissait de lapins. Mais cette fois, au lieu d'un lapin, c'était un tigre à dents de sabre qui s'y trouvait. Conan retourna vers l'autre porte, souleva le verrou et poussa. La porte resta bloquée. Il était impossible de l'ouvrir. Il se souvint du verrou de l'autre côté. Aram ne prenait aucun risque, que ce soit avec ses victimes ou avec les hommes avec lesquels il faisait affaire. Remettant son ceinturon, le Cimmérien sortit dans la cour, fermant la porte derrière lui. Il n'avait aucune intention de remettre à plus tard son règlement de compte avec Aram Baksh. Il se demanda combien de pauvres diables avaient été assommés dans leur sommeil et traînés hors de cette chambre jusqu'à la route, pour traverser la palmeraie plongée dans les ténèbres et finir par rôtir dans la fosse. Il s'immobilisa dans la cour. Le tambour murmurait toujours et il vit le reflet d'une lueur rouge qui semblait bondir à travers les arbres. L'anthropophagie était plus qu'un appétit pervers pour les Noirs du Darfar. Il faisait partie intégrante de leur sinistre culte. Les vautours noirs s'étaient déjà rassemblés, mais quelle que soit la chair dont ils empliraient leur estomac ce soir, ce ne serait pas la sienne. Pour atteindre Aram Baksh, il lui fallait escalader l'un des murs qui séparaient la petite cour du jardin principal. Ces murs étaient élevés et destinés à contenir les mangeurs d'hommes, mais Conan n'était pas un noir ayant vécu toute sa vie dans les marécages. Ses muscles s'étaient affermis dans sa jeunesse sur les falaises abruptes des collines de son pays natal. Il se tenait au pied du mur le plus proche lorsqu'un cri se répercuta soudain sous les arbres. En un instant, Conan était accroupi devant la porte et regardait au loin sur la route. Le bruit provenait d'entre les ombres des cabanes situées de l'autre côté de la rue. Il entendit un râle frénétique et un gargouillis, comme si quelqu'un venait désespérément d'essayer de crier avec une main noire plaquée sur sa bouche. Un groupe compact de silhouettes émergea des ombres et s'avança le long de la route. 3 noirs énormes, transportant une frêle silhouette qui se débattait entre eux. Conan aperçut l'éclat des membres clairs se tordant à la clarté des étoiles. Au même moment, d'un mouvement convulsif, la silhouette échappa à l'étreinte des doigts brutaux et partit en courant à toute vitesse sur la route. Une jeune femme élancée, aussi nue qu'au jour de sa naissance. Conan la vit distinctement avant qu'elle quitte la route en courant pour disparaître dans l'obscurité de la rue. Les Noirs furent sur ses talons en un instant, et leurs silhouettes se confondirent bientôt avec les ombres. Un insupportable cri d'angoisse et d'horreur s'éleva en résonnant. Gagné par une fureur incontrôlable à ce sinistre spectacle, Conan s'élança de l'autre côté de la route. Ni la victime, ni ses ravisseurs ne s'aperçurent de sa présence avant que le léger crissement du sable sous ses pieds les fasse se retourner. Il était alors déjà presque sur eux, chargeant avec toute la fureur impétueuse d'une bourrasque des collines. 2 des Noirs se retournèrent pour l'affronter, brandissant leurs gourdins. Mais ils avaient mal estimé la vitesse à laquelle il arrivait sur eux. L'un d'entre eux était à terre, éventré, avant même d'avoir pu frapper. Voletant comme un chat, Conan esquiva le coup de gourdin que tenta de lui asséner l'autre
et riposta à la vitesse de l'éclair, faisant siffler sa lame. La tête du noir vola. Le corps sans tête fit 3 pas en avant, en titubant, ses mains fouettant horriblement et aveuglément le vide, le sang giclant par saccades de son tronc, puis il s'affaissa dans la poussière. Le dernier cannibale recula en poussant un cri étranglé, jetant sa captive au loin. Celle-ci trébucha et roula dans la poussière. Le noir, totalement paniqué, s'enfuit en courant en direction de la ville, et Conan s'élança après lui. La peur donnait des ailes aux pieds du noir, mais il n'avait pas atteint la dernière hutte qu'il sentit la mort dans son dos, et il beugla alors tel un bœuf à l'abattoir. « Chien noir de l'enfer !» s'exclama Conan en enfonçant son épée entre les épaules noires avec une telle fureur vengeresse que la grande lame ressortit de moitié de la poitrine de sa victime. Poussant un cri étranglé, le noir s'écroula de tout son long. Conan planta ses 2 pieds dans le sol et retira son épée du corps de sa victime, alors même que celle-ci s'effondrait. Seule la brise agitait les feuilles. Conan secoua la tête comme un lion secoue sa crinière et grogna de n'avoir pas encore étanché sa soif de sang. Mais aucune autre forme n'émergea de l'obscurité, et la route éclairée par les étoiles était déserte. Il pivota rapidement sur lui-même en entendant le bruit de pas dans son dos. Mais ce n'était que la femme. Elle courut et se jeta sur lui, passant ses bras autour de son cou en une étreinte désespérée, folle de terreur, en comprenant le sort abominable auquel elle venait tout juste d'échapper. « Du calme, ma fille, » grogna-t-il. « Tu es en sécurité. Comment t'ont-ils attrapé ?» Elle sanglota quelque chose d'inintelligible. Comme il l'examinait de près à la lueur des étoiles, il en oublia complètement Aram Baksh. Elle avait le teint pâle, même si elle avait la peau mate. De toute évidence, l'une des nombreuses métisses que l'on trouvait à Zamboula. Elle était grande, avec un corps mince et souple, comme il pouvait à loisir le constater. Les yeux du cimmérien s'embrasèrent en admirant ses seins splendides et ses membres graciles, qui frémissaient encore sous le coup de la peur et de la fatigue. Il passa un bras autour de sa taille souple et lui dit sur un ton rassurant « Cesse de trembler, ma fille. Tu n'as plus rien à craindre désormais. » Le contact de son corps parut lui faire reprendre ses sens. Elle rejeta en arrière ses épaisses boucles noires et soyeuses et jeta un coup d'œil apeuré par-dessus son épaule, se serrant encore un peu plus contre le cimmérien, comme si elle cherchait la sécurité dans ce contact. « Ils m'ont attrapé dans la rue, » murmura-t-elle en frissonnant. Ils étaient à l'affût derrière une arcade sombre, des noirs qui ressemblaient à des grands singes massifs. Que c'est, aie pitié de moi. Je vais en faire des cauchemars. Que faisais-tu dans la rue à une heure pareille de la nuit ? S'enquit-il tout en faisant courir ses doigts sur son corps, fasciné par le contact de sa peau douce et satinée. Elle ramena ses cheveux en arrière et le regarda d'un air hagard. Elle ne semblait pas consciente de ses caresses. « Mon bien-aimé, dit-elle, c'est mon bien-aimé qui m'a jeté dans les rues. Il est devenu fou et a tenté de me tuer. C'est pendant que je m'enfuyais que j'ai été capturé par ces brutes. » Une beauté telle que toi pourrait conduire un homme à la folie, dit Conan, ses doigts courant désormais dans la chevelure soyeuse. Elle secoua la tête, comme si elle émergeait d'une espèce de torpeur. Elle ne tremblait plus et sa voix était assurée. Tout cela vient de la jalousie d'un prêtre. Totrasmek, le grand prêtre d'Hanuman, qui voudrait me posséder, le chien. Pas la peine de le maudire pour ça, grogna Conan. Cette vieille hyène a meilleur goût que je pensais. Elle ignora ce compliment quelque peu abrupt. Elle retrouvait rapidement son assurance. Mon bien-aimé est un jeune soldat turanien. Pour me blesser, Totrasmek lui a fait prendre une drogue qui l'a rendu fou. Ce soir, il s'est saisi d'une épée et a voulu me tuer dans sa démence, mais je lui ai échappé en m'enfuyant dans la rue. Les Noirs se sont alors emparés de moi et m'ont emmené dans ce... Qu'était-ce ? Conan était déjà en action. Aussi silencieux qu'une ombre, il conduisit la jeune femme derrière la cabane la plus proche, sous l'un des rares palmiers. Ils restèrent là dans un silence tendu, tandis que les murmures sourds que tous deux avaient entendus se faisaient de plus en plus forts. Enfin, ils parvinrent à comprendre ce qui se disait. Quelques 9 ou 10 Noirs marchaient sur la route, arrivant de la ville. La fille saisit le bras de Conan et il sentit son corps gracile frémir et se plaquer contre le sien. À présent, il pouvait comprendre les voix gutturales des Noirs. « Nos frères sont déjà rassemblés autour de la fosse,
disait l'un d'eux. Nous n'avons pas eu de chance. J'espère qu'ils en ont assez pour nous. Aram nous a promis un homme, marmonna un autre. Conan promit mentalement quelque chose à Aram. Aram tient parole, grogna un troisième. Nous avons pris de nombreux hommes dans sa taverne, mais nous le payons bien. Je lui ai moi-même donné 10 balles de soie que j'avais dérobées à mon maître. C'était de la bonne soie par 7. Les Noirs les dépassèrent, leurs pieds nus aux orteils écartés frottant la poussière, puis le son de leur voix diminua. Nous avons de la chance que les cadavres soient derrière les cabanes, marmonna Conan. Et s'ils allaient dans la chambre de mort d'Aram, ils en trouveraient un autre. Partons d'ici. Oui, hâtons-nous, le supplia la jeune fille que l'hystérie venait pratiquement de regagner. Mon bien-aimé erre quelque part dans les rues seul. Les Noirs vont peut-être s'emparer de lui. Une satanée coutume que celle-ci, grogna Conan. Précédant la jeune femme, il se mit en marche vers la cité, s'éloignant du milieu de la rue pour passer derrière les cabanes et les arbres. Pourquoi les citoyens n'exterminent-ils pas ces chiens noirs? Ce sont des esclaves de prix, chuchota la fille. Ils sont tellement nombreux qu'ils pourraient bien se révolter si on leur refusait la chair qu'ils convoitent. Les habitants de Zamboula savent qu'ils rôdent dans les rues une fois la nuit tombée, et ils veillent à se barricader soigneusement, sauf lorsqu'un événement extraordinaire survient, comme cela s'est produit pour moi. Les Noirs font leur proie de tous ceux qu'ils peuvent capturer, mais ils ne prennent d'ordinaire que des étrangers. Les gens de Zamboula se moquent de ceux qui ne sont que de passage dans leur ville. Des hommes comme Aram Baksh vendent ces étrangers aux Noirs, mais ils n'oseraient jamais faire la même chose avec un citoyen. Conan cracha de dégoût. Peu après, lui et sa compagne regagnaient le milieu de la route, comme celle-ci se transformait en rue, bordée de maisons silencieuses et plongée dans l'obscurité. Se faufiler à la faveur des ténèbres n'était pas dans la nature du cimmérien. « Où veux-tu aller ?» demanda-t-il à la jeune femme, qui ne semblait pas s'offusquer du bras que le cimmérien avait passé autour de sa taille. « Chez moi, pour réveiller mes serviteurs, » répondit-elle, et leur demander de partir à la recherche de mon bien-aimé. Je ne veux pas que les habitants, les prêtres, que quiconque apprenne qu'il est devenu fou. C'est un jeune officier avec un avenir prometteur devant lui. Nous pourrons peut-être lui faire recouvrer la raison si nous le retrouvons. Si nous le retrouvons, gronda Conan. Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai envie de passer la nuit à arpenter les rues à la recherche d'un fou furieux? Elle lui jeta un rapide coup d'œil et interpréta correctement l'éclat qui brillait au fond de ses yeux bleus. N'importe quelle femme aurait compris qu'il la suivrait là où elle voulait aller, du moins pour un temps. Mais étant une femme, elle n'en laissa rien paraître. « S'il te plaît, » commença-t-elle d'une voix où affleuraient les sanglots. « Je n'ai personne d'autre à qui demander de l'aide. Tu as été si bon. »« D'accord, » grogna-t-il. « D'accord. Quel est le nom de ce jeune dévoyé? »« Mais il s'appelle Al-Afdal. Quant à moi, mon nom est Zabibi et je suis danseuse. J'ai souvent dansé pour le satrape, Djundir Khan et sa maîtresse, Nafertari, ainsi que devant tous les seigneurs et les nobles dames de Zamboula. Totrasmek me désirait, et comme j'ai repoussé ses avances, il a fait de moi, et à mon insu, l'instrument de sa vengeance contre Al-Afdal. J'avais demandé un filtre d'amour à Totrasmek, étant loin de suspecter l'étendue de sa haine et de sa ruse. Il m'a donné une drogue à verser secrètement dans le vin de mon bien-aimé, me jurant que lorsque Al-Afdal boirait, il deviendrait encore plus follement amoureux de moi et accéderait au moindre de mes désirs. J'ai donc mélangé subrepticement la drogue au vin de mon bien-aimé, mais il est devenu totalement fou après l'avoir bu. Les choses se sont ensuite déroulées comme je te l'ai dit. Maudit soit Totrasmek, ce serpent hybride. Ah! Elle saisit convulsivement le bras du cimmérien et tous deux s'immobilisèrent. Ils étaient arrivés dans un quartier d'échoppes et de boutiques fermées et plongées dans l'obscurité, car l'heure était tardive. Un homme, immobile et silencieux, se tenait à l'entrée de la ruelle qu'il dépassait. Sa tête était penchée en avant, mais Conan aperçut le curieux éclat de ses yeux étranges qui les regardaient sans ciller. Le cimmérien frissonna, non par peur de l'épée que l'homme tenait, mais du fait de l'inquiétante étrangeté de sa posture et de son silence, qui suggérait la folie. Conan poussa la jeune fille sur le côté et dégaina son épée. « Ne le tue pas !» le supplia-t-elle. « Au nom de Seth, ne le tue pas.
Tu es fort, immobilise-le. Nous verrons, murmura-t-il, saisissant son épée dans sa main droite et refermant son poing gauche en une masse compacte. Il s'avança d'un pas prudent dans la ruelle, et avec un horrible rire plaintif, le Turanien chargea, brandissant sa lame et se dressant sur la pointe des pieds pour pouvoir frapper de toutes ses forces. Des étincelles bleutées jaillirent au moment où l'épée de Conan heurta la sienne. L'instant d'après, le démon était allongé dans la poussière, assommé par le formidable coup asséné par Conan de son poing gauche. La jeune fille se précipita vers l'homme terrassé. « Oh, il n'est pas... Conan se pencha avec célérité, fit basculer l'homme sur le côté et palpa rapidement son corps. « Il n'a pas grand-chose, grogna-t-il. Il saigne du nez, mais c'est normal après avoir reçu un coup de poing sur la mâchoire. Il va revenir à lui dans peu de temps et il aura peut-être retrouvé la raison. En attendant, je vais lui attacher les poignets avec sa ceinture. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.